alors je vais tout faire tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre invitation et puis de votre présence ce soir dans votre belle région ici, que je connais un tout petit peu de l'époque où je m'intéressais beaucoup à la guerre de 14-18. Et vous avez le chemin des dames, pas loin, Nivelles, 1917. Bref, belle région agricole, belle région pour être loin de tous les cons des grandes villes. Après, je ne sais pas quel langage que je dois utiliser ce soir, si j'ai une code ou pas. Je vais essayer de naturel comme à mon habitude. Excusez-moi par avance, je suis un tout petit peu malade, comme notre ami Lucien qui va aussi intervenir tout à l'heure. On est tous... voilà, on a attrapé une grippe russe, visiblement, on était en voyage, et voilà, on a ramené un virus de Poutine. Je démarre en fait la toute première conférence depuis très longtemps, ce soir avec vous, puisque la toute dernière fois que j'ai présenté un livre, c'était l'été juste après le Covid en 2020. On pourra en reparler de toute cette période. C'était mon roman sur la vie pendant les années 30-40 de mon grand-père. Mais en fait, des vraies conférences comme ceci, ça date de très longtemps, peut-être 2019, peut-être même 2018. En fait, je m'en souviens presque plus. Mais ça me fait très plaisir de redémarrer. Donc ce soir, ça me fait plaisir de démarrer avec vous. Un peu cette série de conférences que je vais faire sur des thèmes chaque fois un petit peu différents et qui coïncident avec, et c'était le prétexte évidemment, du lancement de mon nouveau livre, Survivre à la peur, qui devrait vous effrayer ne serait-ce que par son poids, qui est un livre de au moins presque 1 kilo, et qui peut servir comme arme par destination dans le métro, dans les transports. Donc, je pense qu'une gifle avec un livre comme ça au bout de la main, ça doit facilement neutraliser quelqu'un. Voilà, donc c'était pas l'objectif d'ailleurs pour la petite histoire. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était en réalité, ça remonte presque jusqu'en 2014, donc presque 10 ans, mais le gros effort a commencé il y a 6 ans. Et j'avais commencé à travailler sur les raisons pour lesquelles nous autres, qui nous préparons, et si vous avez lu mes premiers livres, Survivre à l'effondrement économique, ou si vous avez vu pas mal de mes vidéos en ligne, on a tendance à me dire, Pierrot, c'est probablement vrai tout ce que tu nous dis, on va vers un monde de plus en plus difficile, on va vers un monde avec des tensions qui s'accroissent, avec des gouvernements qui deviennent de plus en plus tyranniques, avec des ressources qui vont s'amoindrir, avec une tendance à aller à la guerre qui devient de plus en plus grande. Tu nous parlais d'inflation qui arrive, tout ça c'est en train d'arriver, n'est-ce pas? On l'a tous remarqué. Et tu nous donnes des solutions pour nous en sortir, et en développant notre autonomie, notre résilience, et finalement une hygiène de vie qui est un peu plus saine, je crois, que celle du monde moderne que nous vivons depuis bientôt 50 ans réellement à fond. On pourra en discuter si vous voulez en plus en détail, mais tu nous fous les boules, tu nous fais peur, tu nous angoisses, tu nous terrorises avec tes histoires. Et moi j'ai toujours dit, mais non, mon objectif c'est pas de vous faire peur, mon objectif c'est de vous dire la réalité, et je peux comprendre qu'il y a un élément angoissant, puisque je ne viens pas avec vraiment des bonnes nouvelles. En revanche, je vous incite à l'action, je vous incite à bouger, je vous incite à vous préparer, et en sachant que c'est une préparation longue, et voire même un changement de mode de vie, plus qu'une liste où vous tiquez toutes les choses. Alors c'est bon, j'ai un filtre à eau, c'est bon, j'ai des boîtes de conserve dans une armoire, c'est bon, j'ai un potager. Non, c'est un mode de vie, ne serait-ce que le potager, on le sait tous, c'est pas un truc qu'on peut acheter, qu'on met dans un coin, et non, il faut le travailler tous les ans, et il faut même de nombreuses années pour comprendre un peu ce qu'on fait et devenir assez bon dans ce travail. Et donc, toute cette approche, normalement, vous devrez vous tranquilliser. Mais la réponse que j'ai de vous, c'était de me dire, non, ça nous fout quand même les jetons. Et en plus, c'est vrai que l'actualité nous encourage pas à l'apaisement et une attitude calme et zen. Au contraire, on essaye de nous faire peur, et justement, la crise du Covid de 2020, on s'en souvient tous, pour ceux qui sont encore vivants, à cause de la piqûre, hein, bien sûr. Eh bien, on nous a fait peur. On allait tous mourir, comme les Chinois qui sont tous morts, 1 milliard.
demi, on allait tuer mémé, tuer pépé, avec les enfants qui étaient contaminés, contaminants. On nous a fait peur du matin au soir pendant des mois et des mois et des mois. Il fallait se confiner, enfin tout ça, on pourra en discuter si vous voulez, mais on a mis en place des mesures complètement absurdes, complètement dysfonctionnelles, complètement même aberrantes dans certains cas, avec il faut mettre un masque, il ne faut pas mettre de masque, puis de toute façon le masque ça sert à rien, mais vous êtes obligé de le mettre, il faut un certificat pour sortir, que vous pouvez... C'est pas si grave, vous pouvez vous auto-autoriser à sortir, donc il y a un côté auto-humiliant qui se met en place. Enfin bref, il y a eu toute une série de mesures qui ont pour effet, voulu ou non voulu, mais en tout cas qui ont eu comme effet de nous faire peur, pour beaucoup d'entre nous. Et ensuite, on a remis une couche où il y a des variants, les autres variants, puis quand ça s'est un petit peu terminé, et pour ça, je pense il faudrait décerner le prix Nobel de médecine à Vladimir Poutine, puisqu'avec la guerre en Ukraine, pouf, on n'a plus parlé de Covid, on parle des méchants Russes qui viennent manger des bébés pour le petit-déj et qui veulent nous envahir, tout ça. Bref, donc on est passé d'un monde... malheureusement, je commence à être âgé, j'ai 52 ans, et je me souviens, quand j'étais gamin, on avait peur. On avait peur de la Troisième Guerre mondiale, on avait peur de la guerre nucléaire. Je pense qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de cette époque de la guerre froide, où on avait quand même les soviétiques, pas sur le Rhin, mais sur l'Elbe, qui nous faisaient peur, etc. Mais si la gestion des populations par la peur a toujours existé depuis la nuit des temps, quand il faut lire les récits de César, ça remonte à loin, les États ou les puissants nous apportaient une solution qui disait « Bon, vous avez peur parce qu'il y a un ennemi, ou il y a une catastrophe qui pourrait arriver, ou qui arrive, mais rassurez-vous, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous protéger. Et donc, rassurez-vous à partir du moment où vous me faites confiance. » Mais finalement, les États, ils ont toujours fait ça. Mais depuis cette crise Covid, avant que je continue, pensez au 11 septembre et aux attaques terroristes qu'il y a eu ces 20 dernières années. On nous disait, oulala, il y a des méchants terroristes. Ok, certes, on voit leurs effets, plus ou moins. Après, qui, comment, derrière, bon. Mais on est là pour vous sauver, on est là pour vous protéger. Mais aujourd'hui, on nous fait peur, mais on n'est ni là pour nous protéger, ni là pour vous permettre de continuer votre vie normalement. Au contraire, on renchérit sans arrêt la peur, la peur, la peur. Et il y a quand même des conséquences de ces actions sur notre psychisme, sur notre santé, sur notre manière de vivre et de manière de, même individuellement autant que collectivement, voir l'avenir. On a quand même sacrément fait du mal à nos enfants en 2000-2021 avec ces histoires de Covid, de masques, de confinement et puis après de vaccins, etc. Sans même parler de l'aspect physique et de l'aspect santé réel, mais on leur a fait peur. On découvre aujourd'hui qu'à partir de 2021, il y a un phénomène nouveau, par exemple, qui est le suicide des enfants. Ça n'existe pas, les suicides des enfants avant ça. Il y a les adolescents, il y a les adultes, qui heureusement en très faible pourcentage, malheureusement, ça existe, mais chez les enfants, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on nous a saccagé l'esprit? On nous a culpabilisés. Si tu vas voir mémé, tu peux la tuer. Un enfant de 4 ans, de 6 ans, on lui dit un truc comme ça, ou il l'entend à la télé. C'est perturbant à mort. Et on travaille sur cette peur qui peut nous faire beaucoup de mal. Et donc c'est sur ce sujet-là que je travaille depuis 6 ans, et enfin j'ai sorti le premier tome, mais peut-être la leçon la plus importante que j'ai déterrée en étudiant le sujet, décelée en tout cas, c'est que en fait la peur est notre amie. En réalité, c'est une émotion, un instinct fondamental qu'on a en nous et qui nous donne une alerte réelle, d'un danger réel ou perçu, mais qui nous donne une alerte. Et elle n'est pas censée durer longtemps. Voilà, on voit une ombre qui nous fait peur, on voit un mouvement dans le jardin, on a un réflexe de peur qui suscite une réponse physique, physiologique, mentale. Et ensuite, notre mental analyse cette source de peur et peut-être qu'il y a effectivement un danger ou peut-être pas. Et ensuite, notre physiologie se calme. Donc on a un système nerveux qui nous amène à avoir une réponse à la peur et puis un autre système nerveux parallèle qui va nous permettre de nous calmer et de nous reposer. Ce qui fait qu'on peut avoir les avantages physiques d'une réaction à la peur, l'adrénaline,
flexion des muscles, concentration du sang sur les organes et les muscles principaux, battement du cœur qui augmente, etc. Toute une série de réactions. Et ensuite, quand on se calme, on a d'autres hormones qui vont nous calmer, qui vont nous apaiser et qui vont nous permettre de continuer à avoir une vie normale, une activité normale. Le souci, c'est que nous avons en fait deux problèmes liés à notre physiologie. Le premier est individuel à nous, c'est que nous avons un cerveau qui est capable de réfléchir, enfin la plupart d'entre nous. Et donc, comme on est capable de réfléchir, on peut se projeter dans l'avenir, et donc en projetant dans l'avenir, on peut imaginer des peurs futures, qui ne sont pas immédiates, et ça s'appelle l'angoisse, ça s'appelle l'anxiété. Dans certains cas, c'est des phobies, ça peut même se transmuter en phobie. Et ça va nous amener voilà, à angoisser à l'avenir. Si je ne mets pas mon masque, je vais attraper un truc, et donc je pourrais tuer les gens que j'aime bien. En tout cas, c'est ce qu'on nous faisait croire. Et donc cette anxiété, cette angoisse, mais on la connaît tous, bien sûr, dans le monde moderne. On a peur de ce que dira notre chef, de se faire virer, de ce qui se passera demain, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans. Et là, je dois dire que je suis un petit peu coupable, parce que dans mes livres, je vous apprends que il va y avoir à partir de 2020 de plus en plus de guerres, de plus en plus de tensions. Et bon, maintenant, on se rend compte que c'est en train d'arriver. L'inflation, la crise économique croissante est de plus en plus dure. Et bon, mais je ne peux pas faire autrement. Et donc, c'était une raison supplémentaire pour laquelle je voulais apporter un livre avec des solutions dont on va parler. Le deuxième élément, c'est que justement, on va jouer sur cette angoisse et sur cette anxiété pour utiliser cette particularité qu'a notre cerveau de nous imaginer dans le futur des problèmes, et qui, j'ouvre une courte parenthèse, c'est aussi quelque chose qui est là pour nous aider. Puisque en angoissant, et c'est particulier des peuples qui vivent dans des climats difficiles, nous nous préparons à des moments difficiles dans le futur. L'hiver, tout simplement, ou des périodes sèches, ou des périodes où on ne peut pas cultiver, on ne peut pas profiter de ce que la nature nous donne, mais au contraire, il faut accumuler, stocker, préparer. Donc, du travail maintenant nous permet de survivre demain. Beaucoup de populations, elles ont développé cet instinct, et particulièrement les populations du Nord ou du Grand Nord, ce sont des populations extrêmement angoissées. On voit les statistiques de suicide, par exemple, elles augmentent au fur et à mesure que vous montez dans les latitudes nordiques, par exemple. Il y a aussi un effet de la lumière en hiver, du manque de lumière en hiver, mais certainement, on voit que les peuples, les germaniques, les scandinaves, les asiatiques du Nord, c'est des peuples très angoissés. C'est pour ça qu'on a inventé l'alcool, hein. C'est pour se calmer, c'est un anxiolytique naturel, enfin pas naturel, on le crée, mais c'est un anxiolytique, ça fonctionne comme anxiolytique, ça enlève l'angoisse. Et donc on compense, parce que face à la peur, on compense de différentes manières, et donc face à l'angoisse du futur, il faut savoir se relaxer, et il y a d'autres manières que l'alcool. Donc je referme la parenthèse de l'angoisse future, mais on utilise aussi la peur, comme je disais, pour nous gérer. Et que ce soit le petit chef au bureau ou l'administration qui vous dit attention, si tu roules à 51 km/h au lieu de 50, tu auras des amendes, et cette amende elle correspond à un caddie pour ta famille. Donc toi tu te dis oulala, si je roule vite, si je me fais flasher, on va manger des pâtes au beurre toute la semaine au lieu de pouvoir manger de la viande pour les enfants, etc. On a tout ce genre cette angoisse qui s'accumule et qui, chacun à sa manière, nous impacte. Parce que autant on a des réactions à la peur qui sont assez connues, puisqu'aujourd'hui on est capable de comprendre la physiologie, on est même capable d'analyser avec des scanners comment fonctionne le cerveau face à ces peurs. Nous réagissons par la fuite, la paralysie, le combat, la soumission. Alors, je ne vous cache pas qu'en ce moment, ce qu'on recherche, c'est plutôt la soumission de notre part, pas le combat. Hein. Mais ces différentes réactions à la peur, elles sont aussi vraies dans le cas d'angoisse et d'anxiété. Et donc, on va essayer d'éviter la réaction physiologique constante, parce qu'en fait, le stress constant va nous provoquer des très graves problèmes de santé si durs. Parce que notre corps n'est pas fabriqué pour avoir peur constamment. Or, c'est ce qui arrive, donc on va compenser. Ça peut être les drogues, ça peut être les antidépresseurs. Vous êtes
le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde, notamment chez les femmes, et c'est très très grave, hein, parce que ce sont des médicaments puissants, et le terme médicament est à prendre avec beaucoup de pincettes et de parenthèses, parce que c'est pas quelque chose qui vous soigne, c'est quelque chose qui vous amène un soulagement et à un prix très élevé, très dommageable probablement pour votre santé, et qui vous amène des effets secondaires en cascade. Et donc éventuellement, ponctuellement, ça pourrait se discuter, mais voilà, je suis pas médecin, mais vous savez à quel point ça peut être dangereux. Donc, on va essayer de compenser. Par exemple, moi, quand je suis stressé, je mange. Là, j'ai eu beaucoup de stress ces 3 dernières semaines, donc j'ai pris des kilos. C'est horrible, 10 kilos en 3 semaines. Bref, je compte sur vous en France pour pas manger, tu parles. C'est vraiment pas le pays pour le jeûne ou la diète, la France, c'est trop bon chez vous. Bref, la compensation, elle peut se faire aussi par des comportements délétères. Donc je parlais des drogues, vous imaginez bien les conséquences que le trop d'alcool, le trop de... mais même le café ou d'autres drogues plus dures peuvent vous apporter. On le voit chez les jeunes notamment. Et donc, nous entrons dans un moment où nous sommes dans la nécessité de nous préparer à la peur. Parce que nous la subissons tous depuis longtemps, et que si depuis maintenant 13 ans je vous parle de survivre à l'effondrement économique, de survivre en ville, ou même faire face à des événements nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques éventuels, au fond, si votre mental n'est pas prêt, si vous ne savez pas comment vous allez réagir dès aujourd'hui, dès à présent, face aux médias, face au gouvernement, face à ceux qui vous font peur, plus à l'événement lui-même, ou la série d'événements le jour où ils arrivent, vous pouvez être super préparé, avoir l'impression d'être très très bien, mais sur le moment, est-ce que vous allez garder ou perdre vos moyens? Et ça, on l'a vécu pendant les jours du confinement. Moi, je me souviens très très bien, je ne sais plus si c'était le 13 ou le 15, je crois que c'est le 15, mais peu importe. Mars, je me souviens de cette journée-là où, voilà, le soir, normalement, on devait tous rentrer chez nous, et la journée, je suis allé en ville, j'ai vu la queue des gens devant la banque qui essaient de retirer le maximum d'argent, la queue dans les supermarchés où les gens se sont dit, je vais quand même faire des réserves, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe si ça ne rouvre pas, et puis les camions, les fourgonnettes pleines de papier toilette, tout ça. Et puis, je me souviens très bien que j'ai fait 2 fois l'aller-retour entre l'appartement en ville où ma famille et moi vivions et ma bad, ma ferme dans les montagnes, parce que même si j'avais tout qui était prêt et tout, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de choses, beaucoup de bordel, beaucoup de matériel en ville qu'il fallait que j'amène là-haut. Et donc j'ai fait 2-3 fois l'aller-retour, et je me suis fait flasher plusieurs fois par des radars de vitesse, excès de vitesse, mais ils me les ont fait sauter, celles-là. C'était pas mal. Je dis, quand même. Hein. Donc ils me les ont fait sauter. Et donc j'ai pu remarquer comment la réaction se faisait. Alors, certainement, je roulais plus vite. Certainement, c'était un jour un peu stressé. Et quand on est arrivé à la ferme, le soir, on s'est dit, bon, maintenant ils vont fermer tout. Donc tout le monde était avec son fusil d'assaut, tout le monde était avec son flingue, on était prêts, on a sorti les visions thermiques, on a sorti les visions nocturnes. On s'est dit, voilà, s'il y a un jour où le bordel peut commencer, c'est aujourd'hui. Puis finalement, non. Donc on était prêts, mais il ne s'est rien passé et c'est tant mieux. Et donc, avec tous les voisins, à la fin, on a passé 3 mois exceptionnels, enfin un mois et demi, je crois, plutôt, presque 2 en fait, en Suisse. On n'était pas totalement confinés en Suisse, on n'avait pas besoin de certificat pour sortir à ce moment-là, etc. C'est après que c'est venu la psychose des certificats pour aller au restaurant, des conneries comme ça. Bref, mais sur le moment, on a eu un moment de frayeur, on a eu un moment d'effroi, et par notre préparation, ça s'est bien passé. Et parce que nous avions de quoi vivre tranquillement à la montagne, on l'a bien vécu. Et ça m'a beaucoup motivé, cette période, d'avancer dans l'écriture de ce livre. Vous voyez, 900 pages, c'est quand même... Il y a de la matière dedans. Hein, il y a une partie scientifique, il y a une partie psychologique, puis ensuite il y a toutes les solutions. Parce que comme vous le savez, si vous avez déjà lu mes livres, ou vous me suivez un petit peu, mentionner le problème, nommer les choses, c'est très important, mais il faut donner des solutions surtout. Parce que sans solution... en fait, on va
on fait pas avancer notre vie, on fait pas avancer notre situation. Au contraire, on est dans la potentielle création d'anxiété. Et mon travail a toujours été, je crois, d'essayer de vous convaincre de d'abord réfléchir par vous-même, d'analyser les choses correctement, et je suis de loin, loin pas le seul, puisque nous sommes dans un monde où, je crois que vous l'avez remarqué, c'est un monde de mensonges permanents, et donc, c'en est arrivé, c'est vrai, à un moment, à un point, nous sommes arrivés à un point de mensonge qui est en fait assez bien, assez facile, puisqu'en gros, la réalité est exactement l'inverse de ce qu'on nous dit, donc c'est facile. Avant il fallait quand même creuser dans la propagande, essayer de... Bon, aujourd'hui, c'est simple, hein. On nous dit un tel, c'est un méchant, tu sais que c'est le gentil, quoi. Donc ça va. Et un tel, c'est un gentil, donc on sait que c'est le méchant. Et maintenant, la question, c'est jusqu'à quel point ils sont méchants. Si je prends des termes un peu enfantins, on m'excuserait, mais quand on voit les élites pédophiles et pire, et c'est dire qui gouvernent certains pays du monde, je ne sais pas quel autre mot utiliser, quoi. Maléfique, ouais, voilà. Bref, c'est pas tout à fait mon thème, mais on pourrait en parler tout à l'heure, parce que ça fait partie de comment on nous fait peur. J'étais interrogé récemment par un type qui est assez courageux, qui me faisait beaucoup rire quand j'étais jeune, mais qui est en fait très courageux, Carl Zero. Bah là, il s'est lancé depuis, je sais pas, 15 ans sur des trucs de réseaux pédophiles et tout. On a raconté par téléphone des histoires. On est étonné par les gens qui nous gouvernent. Hein. Bon, bref. En tout cas, la préparation, elle est importante. Et donc, la préparation mentale, elle est primordiale. Et c'est vrai que se préparer à des temps difficiles, c'est bien. Mais si le jour où ça arrive, on est submergé par la peur, donc je me répète, et qu'on finit par être, par exemple, pas en condition physique, on a une crise cardiaque parce qu'on a trop peur, ou parce qu'on a une réponse inappropriée, ou qu'on est dans la peur constante, on ne va plus utiliser la peur qui est notre ami, qui nous donne des alertes, qui est là pour nous aider, de manière adéquate, et donc pour nous pousser à faire les choses correctement. Au contraire, elle va nous faire du mal. Et on va tomber dans ce piège qui nous affaiblit. Et donc, quand on a décidé de sortir le livre, d'ailleurs, quand on cherchait le titre, on a un petit peu débattu avec mon éditeur. On se disait, mais bon, comment on appelle ce livre? Moi, je dis, je veux dire, on va l'appeler « Maîtriser la peur pour survivre ». Elle me dit, non, voilà, survivre à la peur. Et finalement, c'est un bon titre, parce que la peur qui est censée être notre amie, elle peut devenir notre ennemi. Et on doit donc y survivre, entre guillemets, pour mieux se préparer, mieux réagir. Alors, la technique d'écriture, parce qu'il y a un choix que j'ai fait dans ce livre, parce qu'il y avait pas mal de matière qui s'est accumulée sur 6 ans, mais à un moment, il faut la structurer. Parce que je ne peux pas juste vous dire, voilà, faites ci, faites ça. Vous me connaissez, j'essaie de vous faire réfléchir et de vous faire choisir vos solutions par vous-même. Parce que j'ai toujours détesté, moi j'aime pas l'autorité, c'est comme ça. J'avais un père très autoritaire, et il est mal tombé, parce que moi je ne suis pas du tout réceptif à l'autorité. Ou alors je ronge mon frein, je fais semblant d'accepter, mais j'en pense pas moins. Et je prépare ce qu'il faut derrière. Et donc, j'ai pas envie de vous dire ce quoi faire. J'ai envie de vous poser des idées, je vous dirige un petit peu subtilement, bon, mais j'essaie de vous faire réfléchir par vous-même pour que vous soyez convaincus par vous-même de faire votre choix. Parce que moi, je ne veux surtout pas quelqu'un qui me dise, bon, maintenant, ça n'existe pas vraiment, des gens qui viennent, oui, tu m'avais dit qu'il y aurait eu de l'inflation, puis il n'y a pas d'inflation. Bon, aujourd'hui, il y en a. Tu nous avais dit qu'il y aurait tu nous avais dit qu'il y aurait des guerres. Merci, Emmanuel. De nous emmener vers des trucs que j'avais écrits. Bon, ben voilà, c'était des tendances à mon avis limpides, mais parfois elles mettent du temps. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais le pétrole, il y en a toujours. Ouais, mais tu as vu le prix à la pompe. Relisez ce que j'écris dans ce livre. Moi, je ne dis pas qu'il n'y aurait jamais plus de pétrole. Le pétrole bon marché, c'est fini. Donc les carburants bon marché, c'est fini. Alors on pourrait me rétorquer, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de taxes, etc. Ouais, mais ils ne vont pas les enlever, hein, les taxes. Donc, après, il y a des nuances, mais on est dans ces tendances lourdes où ça va être de plus en plus dur, de plus en plus violent. Et les gens sous pression, ils vont faire de plus en plus de bêtises, il y aura de plus en plus de violence. Comme on disait dans la voiture, là, le juin de l'année dernière, les petites échauffourées qu'il y a eu,
Ils ont cramé plus de voitures que tout ce qu'on crame en une année d'habitude. Donc l'année dernière, c'était un record pour les assurances, pour rembourser des voitures brûlées, de l'équipement détruit. Et ça ne va pas s'arranger, ça va être de pire en pire. Et ça ajoute à l'angoisse, ça ajoute à la peur, et ça ajoute aux scénarios négatifs qui sont en train de pas préparer, ils se déploient, ils se dévoilent, et on voit tous que les crises en fréquence augmentent, mais aussi en intensité. Donc on a des crises de plus en plus violentes, de plus en plus lourdes, de plus en plus fréquentes. Et on voit les chiffres de la criminalité. Bientôt, je pense que, je vous annonce, ils vont arrêter de publier les chiffres, parce que c'est juste pas possible, c'est juste trop violent. Attaque au couteau, homejacking, je sais pas comment on appelle ça, mais cambriolage violent, etc., augmente de plus en plus. Et puis surtout, il y a cette fameuse violence gratuite qui devient de plus en plus sauvage. Et ça, c'est aussi un symptôme de la tension qui s'accumule. On a eu une très forte baisse en 2020, probablement à cause du confinement des cambriolages et des attaques interpersonnelles, comme ça, des violences personnelles, mais elles ont repris de plus belle, et on sent qu'il y a un énervement général. Je suis sûr que vous aussi, vous le sentez en vous-même, qu'il y a un énervement qui augmente, et qu'on doit le maîtriser. Parce que c'est pas le moment de faire des bêtises, ou de sortir cet énervement contre les mauvaises personnes au mauvais moment, et encore moins contre des gens que vous aimez bien. Donc je voulais travailler sur les solutions. Mais la liste des solutions est très vaste. Vous imaginez bien que quand vous avez des problèmes d'angoisse, etc., il y en a qui respirent, c'est très bien, il y en a qui font du sport, il y en a qui mangent, il y en a qui deviennent violents, malheureusement, il y en a qui... mais la violence, ça se canalise, ça peut être les sports de combat, etc. Et puis il y a aussi toute une approche thérapeutique, hein, la psychologie, dans certains cas la psychiatrie même, et puis il y a tout ce qui est la philosophie, la réflexion. Comment on se prépare à l'avance à recevoir et à accepter des chocs qui font peur, des chocs anxieux, qui peuvent être dus à notre vie personnelle, sans même aller sur des choses catastrophiques, ou comment on réagit le jour où un missile hypersonique neutralise Rungis en réponse à une action idiote de qui on sait. Donc, ici à la campagne, vous êtes bien, mais les Parisiens, par exemple, le jour où il n'y a plus Rungis, et qu'il n'y a plus Le Havre, et qu'il n'y a plus Cherbourg, et qu'il n'y a plus Marseille, il va avoir de la peine, hein. Donc là, on rajoute à l'effondrement économique des risques qui accélèrent le processus. Et c'est très logique, et on pourra en discuter si vous avez des questions à ce sujet. Donc pour revenir à la structure du bouquin, j'ai commencé à me dire, en fait, je dois d'abord expliquer ce que c'est que la peur. Donc c'est le premier quart à peu près du livre. Et puis ensuite, je voulais expliquer qu'est-ce que ça a comme effet sur vous. Peur, anxiété, etc. Quels sont les effets de ces émotions d'un point de vue physique, parce que vous devez pouvoir les reconnaître. Parce qu'on les a tous, à plein de moments. Il y a des gens qui disent « Non, il ne faut pas avoir peur ». Mais si, de toute façon, vous ne pourrez pas choisir. Vous aurez peur, vous avez de l'angoisse dès à présent, et c'est très bien, vous voyez un truc qui traverse la route en voiture, vous avez peur, vous appuyez sur le frein, tant mieux, c'est un sanglier, donc il y a ces réflexes, vous en avez besoin. Là, on vient de passer, on avait un au bord de la route. On aurait dû s'arrêter, découper, mais bon, on n'a pas le temps. Peut-être au retour, mais si la vie en est encore bonne. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Bref, les réactions doivent être comprises pour qu'on puisse les identifier et se dire « Ah, voilà, j'ai les battements du cœur qui augmentent, je sens que je transpire, mais ce n'est pas de la fièvre, c'est parce que je suis angoissé. Ah oui, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est passé ça, ça et ça. Ah, je comprends. Donc, je vais aller pouvoir faire... » Alors, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font plein de choses. Donc, avant de comprendre quoi faire, on essaie de comprendre ce qui arrive. Et c'est ma manière. Hein, moi, j'aime bien déstructurer... j'ai pas encore les cheveux bleus, mais j'aime bien déstructurer les choses pour essayer de les comprendre et ensuite faire des choses nouvelles en prenant des nouvelles habitudes. Par exemple, moi, ça fait très très longtemps, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais de la méditation. J'ai pas l'air, hein, mais je fais du yoga, je fais de la méditation et c'est peut-être pour ça que j'ai très peu de... J'ai du stress, j'ai des effets du stress, mais je les maîtrise assez bien.
Et vous ne me voyez pas en train de faire des vidéos toutes les 2 jours. Attention, 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 il va se passer ci. Il s'est passé un truc en mer Noire, mon Dieu, c'est la guerre, c'est la guerre. Non, tranquille. Puis de toute façon, s'il y a une guerre, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Donc, on va parler aussi de philosophie dans ce bouquin, où on va parler comment on peut approcher les choses de manière à nous désangoisser. Exemple, c'est pas nouveau, ça date de 600 avant Jésus-Christ, mais l'école stoïque, dans la philosophie, elle nous dit, en gros, ce que tu ne peux pas contrôler, tu dois juste l'accepter. C'est-à-dire, si demain matin, votre leader suprême vous déclenche une frappe nucléaire, ça me paraît impossible, hein, mais lance une frappe nucléaire sur un autre pays nucléaire, bah, vous avez beau dire « non, je suis pas d'accord » ou c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui choisissez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accepter, et ensuite se dire, ça c'est un des exercices vers la fin du bouquin, dans les scénarios que vous pouvez imaginer qui sont la conséquence d'événements autres que vous ne maîtrisez pas, c'est quoi que vous pouvez réellement faire pour vous, pour les gens autour de vous. Et qu'il y ait une guerre ou pas, c'est super d'avoir vos légumes bio que vous produisez vous-même dans votre jardin ou avec vos voisins, etc. Et le lien que vous avez avec vos amis, vos voisins, c'est un lien riche qui vous fait du bien. Mais il n'y a pas besoin d'attendre la guerre nucléaire pour ça. Il n'y a pas besoin d'attendre la prochaine pandémie. Il n'y a pas besoin d'attendre la crise économique. Vous pouvez le faire tout de suite. Donc en fait, on retombe sur des choses que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà lues dans mes autres livres. En fait, on a un dénominateur commun qu'on va découvrir et qu'on va, sur celui-là, on va travailler. Mais en revanche, ce que vous ne pouvez pas maîtriser, ce que vous ne contrôlez pas, mais au lieu de s'angoisser et de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer s'il y a ceci, s'il y a cela ?» Et puis maintenant, j'ai cette envie de regarder la télé. Alors, vous mettez le doigt dans un mécanisme d'anxiété permanente. Non, vous faites comme les stoïques. Ça ne vous impacte pas. Vous acceptez la chose. Et on n'y peut rien. Je ferai les questions tout à l'heure. Et bref, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres éléments de philosophie. Par exemple, un élément que je trouvais très intéressant ces dernières années, parce que c'est probablement dû à l'âge, la vieillesse qui me guette, la sagesse qui va avec, j'espère, c'est de dire, quand on est gamin, en fait, on dit il faudrait que, il faut faire ci, il y a qu'à, faut que, etc. Ouais, après tout, pourquoi pas. C'est bien aussi de faire de la politique ou faire des choses. Et moi, je m'étais un peu éloigné de ça, parce que d'abord, on se prend des coups, et ensuite, on se dit, bouffon, il y a quand même vachement de gens corrompus dans tous les camps. Donc, bon. Mais à un moment, on a quand même envie de faire des choses, de changer le monde, etc. Et on apprend à se dire, attends, d'abord on va se travailler sur soi-même. Mais pour travailler sur soi-même, il faut comprendre ce qui est... D'abord, il faut comprendre qui on est, pour comprendre ce qu'on veut, parce que les choses, c'est pas simple. Et ensuite comprendre quelle est notre marge de libre arbitre réel qu'on a. Et malheureusement, quand on fait cet exercice, c'est un exercice très dur. C'est peut-être le plus dur pour moi dans ce livre, c'est de m'être rendu compte que le libre arbitre est un tout petit élément de notre vie. Et donc c'est un peu déprimant, mais enfin ça veut dire qu'il faut quand même travailler sur ce petit élément. En même temps, il n'y a que ça à bosser, c'est pas tout. Et surtout, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que pour diriger sa vie, il faut comprendre, et c'est tout qui se concatène, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est que le mal. Si on veut vraiment agir pour notre bien et donc celui de gens autour de nous, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par là. Et c'est pas juste une définition sémantique. Et c'est pas juste non plus des valeurs et de la morale. Parce qu'on a un gros chapitre sur la religion là-dedans. La religion, elle a un grand avantage, c'est qu'elle nous donne des morales qui sont relativement rodées, puisque généralement les religions, elles ont plusieurs siècles, plusieurs millénaires parfois. C'est pas un truc qui a été inventé avant-hier. Donc généralement, c'est rodé. Donc on peut assez facilement faire confiance à certaines valeurs. Mais est-ce qu'on y obéit juste par l'habitude ou parce qu'on a peur du châtiment divin? Bon. Ou est-ce que parce qu'on les a vraiment intégrés, parce qu'on a décidé que ça c'est bien, avec un grand B, et donc il y a l'inverse, l'opposé, qui est le mal avec un grand M, et d'ailleurs les religions nous demandent, nous obligent à combattre le mal. C'est pas juste le montrer du doigt ou le définir, il faut le combattre normalement. Bref, mais tout ça il faut le définir, donc c'est un exercice là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un gros travail, et c'est pour ça que ça devient un gros livre, et qu'il y a un tome 2, il n'y aura pas de tome 3. Il y a un autre tome 2 qui arrive, il sera peut-être un tout petit peu moins gros, mais
Pas loin. Et ouais, voilà, 900 pages aussi. Et en fait, c'est qu'on a besoin de se comprendre, de ce cheminement, pour comprendre qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, en plus de ce qu'on est capable de maîtriser, ce qu'on est capable d'accepter par rapport à ce qu'on n'accepte pas. J'ai fait une phrase correcte, ça c'est que tu es compréhensible. Voilà. Parce que si on n'est pas capable de faire cet élément-là, on n'est pas serein face aux événements. Et in fine, par exemple, face au mal ou face à des annonces anxiogènes, on doit pouvoir dire un truc très simple, mais qui est très dur, c'est de dire non. Non. Vaccine-toi. Enfin, thérapeutie expérimentale dangereuse. Non. Alors, le vaccin, il y a des vaccins qui servent, qui sont utiles, mais non. Et le non est incroyablement puissant. Sauf qu'il faut être puissant soi-même pour dire non, en fait, mais puissant intérieurement. Et ça a l'air facile ou simple de le dire comme ça, en fait, mais c'est très dur à mettre en place. C'est pour ça que je mets des exercices dans ces livres. C'est pas juste un livre où... Alors, point numéro 1, c'est pas juste un livre où je blablabla et je donne mon avis. Il y a beaucoup de recherches, vous allez voir, il y a plusieurs milliers de notes de bas de page. Je vous encourage à les lire parce que j'ai glissé des petites perles à l'intérieur pour voir qui c'est qui les a lues. Il y a des petits pièges que j'ai mis dans les notes de bas de page, vous verrez. Il y aura peut-être un petit cadeau pour ceux qui les lisent bien. Et j'ai interviewé des spécialistes, parce que je ne suis pas un neurologue, je ne suis pas un spécialiste de la peur, ni de l'angoisse, ni de... J'aime bien réfléchir dans ma petite tête, mais j'ai quand même interviewé des gens qui ont une connaissance ou qui ont une réflexion très pointue sur un domaine particulier. Ensuite, dans chaque chapitre, j'ai mis des exercices que je vous encourage à faire. Et je sais que vous ne les ferez pas tous, et que certains de vous ne les feront pas du tout, mais c'est dommage, parce que ce sont des exercices qui vont faire un travail sur vous-même pour comprendre où est-ce que vous en êtes par rapport à ce chapitre. D'ailleurs, chaque chapitre peut se lire. Je pense qu'il est mieux de commencer le livre du début à la fin, mais chaque chapitre peut être pris indépendamment, ou vous pouvez le sauter pour revenir à un autre. Et il y a des chapitres qui vont vous faire peur, justement. Il y a des chapitres qui vont vous forcer à avoir un travail d'introspection assez puissant. Par exemple, le chapitre sur la religion. Il va être très dur pour celui qui est athée. Ça va l'énerver, mais ça va être aussi très dur pour celui qui est religieux. Ça va l'énerver. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont me dire j'ai adoré ton bouquin, mais sur ce point, je ne suis absolument pas d'accord. Et c'est bien, et c'est normal. Et parfois, on va pouvoir sauter ces chapitres-là pour revenir plus tard. Et parce que les exercices qui sont liés vous poussent dans les retranchements les plus intimes de vous-même, je crois. Si vous les faites honnêtement, c'est autre chose que Psychologie Magazine ou Femme Actuelle ou des trucs comme ça. Il y a vraiment des exercices, ils sont simples pourtant, mais ils vous posent des questions. Et la réponse à ces questions, elle implique que vous fassiez un travail sur vous-même. C'est cool, ça vous occupera les vacances, l'été, vu la taille du livre, peut-être aussi l'automne et l'hiver. Mais la raison, c'est que je ne peux pas vous donner une recette. Je peux vous donner une piste de réflexion, une piste de travail et un cheminement que vous allez découvrir par vous-même. Et j'en arrive à la fin, en parlant de cheminement, vers la fin du livre, ce que je vous propose, c'est de devenir des héros. Que votre vie soit héroïque. Alors ça ne veut pas dire aller gifler le président de la République. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y en aura un autre après. Parce qu'une gifle, ça fait même pas mal en plus. Donc, ça sert à rien. Non, mais, Manuel... Non, mais en revanche... non, mais moi j'ai plutôt de la compassion pour le pauvre. C'est chopé victime de pédophilie. Hein. Ça se voit. Depuis le début, je l'avais toujours dit. Jean-Michel. Mais d'ailleurs, c'est pas très grave ce point-là. Le grave, c'est le profil psychologique que ça implique, tout ça. Parce que bon, c'est la perturbation mentale que ça implique et qui l'utilise pour le manipuler.
Et ça, c'est un peu effrayant quand on a en plus quelques sous-marins nucléaires en lanceur d'engin à sa disposition. Ah, mais c'est sérieux. Hein. Donc, j'en ai trop dit. Donc je vais en rajouter un coup. C'est que normalement, je ne commande pas, chers Français, dans votre très beau pays, je ne commande jamais en tant que Suisse votre politique interne. Mais à partir de maintenant, on ne peut plus ne plus le faire. Parce que les retombées potentielles radioactives d'une explosion de Lyon ou de Paris, je vous fais remarquer que les vents ils vont de chez vous à chez moi. Donc maintenant, c'est fini, je ne peux plus être dans ma réserve. Donc vous m'excuserez de la ramener, de vous dire ce que je pense. Enfin, bref. Mais encore une fois, je suis stoïque, je sais que ce que je pense n'a aucun impact, ou très peu. En revanche, les exercices que vous allez faire pour devenir un héros, ils vont avoir un impact intéressant sur votre vie. Parce que l'héroïsme, il peut être au quotidien. L'héroïsme, c'est avoir une famille, peut-être avoir des enfants, bien les élever, transmettre une culture. Ça, c'est un vrai travail. Et c'est un cheminement qui nécessite d'abord de la réflexion en amont. Bon, ça, c'est quand même notre fort chez nous en Europe, de se dire, avant de faire les gosses, je vais quand même réfléchir qu'est-ce que je vais leur transmettre, qu'est-ce que je vais leur faire, etc. Et avec qui les faire, si c'est possible. Bon, mesdames, vous en général, vous connaissez ce principe mieux que nous les hommes, mais nous, on réfléchit à ça normalement aussi. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Est-ce qu'on veut être dans le plaisir, dans l'hédonisme? Il en faut. Ou est-ce qu'on veut aussi bâtir quelque chose, transmettre quelque chose? Bref, on retombe sur des thèmes qui m'étaient déjà chers il y a une quinzaine d'années lorsque j'écrivais Survivre, à l'effondrement économique, mais des thèmes qui sont néanmoins toujours actuels et plus importants que jamais, puisque face à l'effondrement, ou face même à une forme de barbarie, qui a plusieurs formes en réalité dans nos pays, il y a une barbarie qui est liée à l'ignorance, qui est liée à la violence, qui est liée à la dérive tyrannique des États et qui sont au service des vrais propriétaires des nations, enfin des nations, plus de nations, mais des pays. Il faudrait bien qu'on les reconstruise, nos nations. Bref, tout ça, ça demande des gens héroïques au quotidien. Il n'y a pas besoin d'être Achille ou Hector, quoique. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont devenir des Achille ou des Hector ou des Ulysse, avec des chevaux en béton armé creux. Enfin bref. Et bien sûr, je finis chaque chapitre de mes livres avec des petites histoires qui parfois illustrent et parfois, j'espère, vous donneront des idées quant à comment on peut, d'abord, sur les thèmes du chapitre. Je regarde le livre parce que c'est un exercice. C'est la première fois que je parle de mon livre en public, comme je l'ai dit depuis longtemps. En tout cas, celui-ci, c'est la première fois. Et je dois faire un effort de ne parler que de ce qu'il y a dans le tome 1. Parce qu'en ce moment, je termine le tome 2. Donc dans ma tête, ma tête est pleine en mémoire vive. Vous savez, en mémoire RAM, j'ai tout le tome 2. Et donc, voilà, il ne faut pas que j'en parle, parce que sinon vous allez attendre le tome 2 pour lire le tome 1, puis il faut lire d'abord le tome 1, je crois. Parce que je l'ai structuré d'une certaine manière pour qu'il puisse se lire indépendamment, certes, chapitre par chapitre, aussi tome par tome, et avec des passerelles entre les deux. Mais le premier, il faut commencer par celui-là. Et les histoires de fin de chapitre dans chaque livre, pour ceux qui ont déjà lu mes bouquins, vous voyez comme j'aime bien faire des histoires de fiction qui illustrent, qui donnent des exemples, etc. Et dans lesquels aussi je passe des messages. Mais bon. Bref, je disais à mon éditeur, mais t'es sûr que t'as lu tout le livre? Il me dit, ah, j'ai pas tout lu. Ah, ok, tu vas voir. Trop tard. Bref, non mais bon. Voilà, donc c'est une courte présentation et un peu sans thème ce soir, parce que je commence à en parler. En revanche, je crois qu'on a beaucoup de temps pour des questions, donc ce sera avec grand plaisir que je prendrai vos questions. Et pour finir, vous savez, écrire un livre, c'est mon 6e maintenant, qu'ils aient du succès ou pas. En général, ils ont du succès. Pas celui d'avant. Mon roman, c'est dommage. Il n'a pas accroché, ou je sais pas. Mais les autres ont eu beaucoup de succès. Néanmoins, c'est pas la vente qui fait le plaisir de l'auteur. Le plaisir de l'auteur, c'est quand les gens vous disent « J'ai lu votre livre, ça m'a fait réfléchir. » Donc déjà, bingo pour moi, j'ai réussi. Et ensuite, qu'ils me disent « Et en plus, j'ai commencé à prendre des démarches et faire des choses. » Et je suis content de celle-là. C'est pas ensuite « Ah, j'aurais pas dû. » S'ils me disent « J'aurais pas dû », je me dis « Ah, zut. » Mais généralement, ils me disent « Voilà, je suis très content d'avoir commencé un potager, d'avoir fait
m'être inscrit à un club de tir, bref. Tout ça, ce sont des démarches qui sont bien. Ou des gens qui me disent, voilà, j'ai décidé que je dois avoir une famille, maintenant j'ai des enfants, etc. Et j'ai quitté la ville pour vivre à la campagne, et c'est tellement mieux, etc. Ça, j'adore. Et donc, à la sortie de chaque livre, c'est comme un bébé. C'est comme quand vous avez un enfant, vous ne savez pas s'il va être beau, s'il va être moche. Bon, vous allez l'aimer, bien sûr, mais vous n'allez pas le jeter. Mais voilà. Et donc, je suis tout content. Et en plus, j'en ai eu qu'un exemplaire il y a 2-3 jours, parce que c'est la poste. Ça, ils arrivent on part chariot depuis Lutèce, les livres. En Suisse, ça prend du temps. Et donc, j'ai hâte d'avoir le retour des lecteurs, parce que en plus, c'est un gros bébé, donc la gestation et l'accouchement étaient longs. On a voulu mettre de la qualité dans le papier, dans la typographie, dans la couverture, pour qu'il soit un livre qui soit solide et pérenne. Et donc, je suis un peu dans l'expectative de voir si le bébé il va plaire ou pas. Et j'espère. Donc voilà, je voulais faire cette brève présentation. Je dis que je parlais 45 minutes, ouais, un peu moins. Et donc, en revanche, j'ai plein de temps pour des questions. Voilà, merci beaucoup.